depuis que, en tant qu'expert qui êtes interrogé à intervalles réguliers tous les trois, qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qui pour vous est, au terme de tous les commentaires qu'on vous a demandé de faire, qu'est-ce qui est le point le plus important, le bilan de ces expertises, au bout d'une crise qui n'en finit pas? Enfin, est-ce qu'il y a ici des gens qui pensent qu'elle est terminée? Non, non, au cas où, on ne sait jamais. Quel est pour vous les points, disons, essentiels qui risquent de se refaire jour en 2014? Monsieur Delamarche. Vous m'entendez? Bon, alors lors d'une de nos dernières rencontres, Philippe et moi, on a trouvé finalement quelque chose autour duquel on tournait depuis longtemps, qui était la manière d'exprimer ce qui se passait. Et en fait, justement, c'est pas une crise. Parce que qui dit crise dit retour à l'état initial. Après la crise, pour retourner à l'état initial. Là, c'est un changement de modèle. Et donc, vous ne retournerez pas à l'état initial. Et ça change tout quant au déroulement de ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on ne retrouvera pas la croissance qu'on a eue avant. On a... certains économistes ont fait des calculs très savants, beaucoup plus savants que ce que je pourrais faire, en vous disant que depuis 1950, où on a fait un point haut à autour de 7% de croissance, on a perdu 1% tous les 10 ans. Bon. Pour des raisons qui sont à la fois démographiques, de progrès techniques, etc. Et que cette perte de croissance, pour ceux qui calculent le plus vite, 2014 moins 1950, ça fait 60 ans et quelques, et donc ça fait moins 6, 7 moins 6, ça fait 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez espérer au mieux avoir quelque chose qui sera entre 0 et 1%, ce qui évidemment n'est pas dans les calculs de nos chers dirigeants, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt de retrouver des 3, des 4, des 5%. Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences et la principale conséquence, c'est que si vous avez 0,5 ou 0,6% de croissance, il va falloir se creuser sérieusement la tête pour payer les intérêts des emprunts. Et puis... Changer de micro. Le micro saute, changer de micro. Pour payer les intérêts des emprunts, voilà, c'est mieux, pour faire baisser le chômage et pour avoir une croissance suffisante pour que tout le monde soit heureux et qu'on ait tous 3 voitures devant chez nous. Donc c'est un vrai sujet, si vous voulez. C'est-à-dire que le fait qu'on soit dans un changement de modèle et pas dans une crise, c'est vraiment la question à se poser. Parce que si on a raison et que c'est un changement de modèle, ça entraîne beaucoup de choses sur la manière de gérer, sur la manière de protéger son épargne et sur la vie qu'on va avoir dans les années à venir. Voilà. Alors je vais enchaîner par ce petit sondage qui est paru, c'était en début de semaine dernière. 83% des Américains pensent, comme nous tous ici, que la crise n'est pas terminée. 83% des sondés. Pour des raisons diverses. 1. Difficulté à retrouver des jobs bien rémunérés. L'immobilier qui n'a pas retrouvé évidemment son étiage de 2006-2007, l'endettement du pays qui demeure pour beaucoup une préoccupation, leur propre endettement, mais beaucoup plus grave, puisque l'endettement du passé éventuellement, on espère toujours un jour pouvoir l'éteindre, celui qui est plus préoccupant évidemment c'est l'endettement de la jeune génération, celle qui fait des études supérieures, et qui s'endette sur 10, 15 ans maintenant,
et qui, à la sortie, trouvent de toute façon des emplois qui sont moins bien payés. Donc on étudie depuis longtemps, plus cher, pour à la sortie avoir des jobs moins rémunérateurs. Donc on part dans la vie avec déjà 40, 50 000, voire pour certains 70 000 dollars d'encours de crédit études. Ce qui veut dire que avant 33-34 ans, on ne peut pas redevenir un épargnant net. On peut difficilement également envisager d'acheter de l'immobilier quand on rentre dans la vie active avec 2000 dollars par mois, quand on en aurait gagné 2006-2007 il y a 4 ans. On ne peut pas tout faire, pas acheter de l'immobilier, pas épargner pour le moyen, le long terme. Donc il y a en plus de ça un effet démographique qui est qu'aux États-Unis, d'ici 2030, on va dire que plus de 40% de la population aura autour de 60 ans. Et les États-Unis ne sont pas les seuls dans ce cas. La Chine connaîtra exactement le même souci. Quant aux Allemands et aux Japonais, eux, ils sont en plein dedans. Alors j'abonde dans le sens et l'analyse qu'a fait Olivier. Effectivement, nous ne sommes pas vraiment dans une crise, nous ne sommes pas non plus dans une révolution, effectivement, puisqu'on reviendrait au point de départ. On est effectivement dans une grande transition, je dirais même moi une grande translation de richesse de la classe moyenne vers les 1% les plus riches. Puisque, d'après une étude qui a été réalisée par les services fiscaux américains, les 5% d'Américains les plus riches ont capté 112% de toute la richesse additionnelle que l'on a pu mesurer depuis 2009, depuis qu'on a lancé les quantitative easing. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on a 5% de la population qui capte 112% de la richesse, ça veut dire que les 95 autres pourcents s'appauvrissent. Et ça, c'est un phénomène d'ailleurs qui est plus ancien que, on va dire, la grande crise de 2008, qui a été pour tout le monde une grande évidence au niveau du surendettement, mais les ferments de cette crise existent depuis fort longtemps. Depuis qu'en 80-85, on a décidé de modifier le partage de la richesse. Il fut un temps où on avait les 3 tiers, 1 tiers pour l'actionnaire, 1 tiers pour le salarié, 1 tiers pour la recherche-développement, l'investissement, etc. Aujourd'hui, c'est 60% de distribution pour l'actionnaire. Boeing vient d'ailleurs d'annoncer qu'il relevait de 50% pratiquement la distribution des dividendes, vient de lancer un nouveau programme de rachat de ses propres titres de 10 milliards, ce qui veut dire que vraiment, c'est tout pour l'actionnaire, c'est-à-dire en fait un tout petit nombre d'individus sur cette planète Terre, rien pour le salarié et même rien pour l'investissement, parce que quand on réinvestit dans le rachat de ses propres titres, on n'investit pas ailleurs, dans la recherche, on n'a pas de projet d'avenir, d'ailleurs on n'en voit pas, quand on agit de la sorte, c'est qu'on n'en voit pas. Donc, ce qu'on appelle la crise aujourd'hui, ça ne fait simplement que mettre un peu plus en lumière que la grande translation qui a commencé dans les années 80 avec les Reaganomics, eh bien c'est simplement que l'argent remonte vers le sommet de la pyramide, que les classes moyennes se paupérisent, et on observe en fait ce phénomène classiquement dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des grands cycles où on a des grandes disparités de richesse et puis des contractions de l'écart. Alors cette contraction, la dernière grande contraction, elle a eu lieu entre 29-35, et puis avec les années 50-60, la classe moyenne est remontée. Les écarts de richesse étaient nettement amenuisés entre le top 1 et les 99 autres pourcents. Là, on est de nouveau dans un phénomène d'étirement, d'élargissement du gap, du spread entre les classes moyennes inf et les classes moyennes sup et les 1%, qui eux tirent leur richesse et leurs revenus du capital. Donc tout ça n'est pas du tout innocent, ce n'est pas non plus un hasard, tout cela est orchestré à mon avis de façon totalement délibérée. La Fed, quand elle injecte de l'argent, elle l'injecte directement dans les poches de 21 spécialistes des valeurs du trésor. Ce sont eux qui reçoivent l'argent, qui vont le chercher au guichet de la Fed. Et ensuite, ces 21 spécialistes des valeurs du trésor les redistribuent encore au cercle des amis. Cet argent ne va jamais dans l'économie réelle, vous vous en rendez bien compte. Donc, on est là dans un cycle où rien n'est dû au hasard.
Mais la question que je me pose, c'est à partir de quel moment, à partir de quel degré d'injustice et d'inégalité du partage de la richesse, le système explose. Et puis bien sûr, on va se demander aussi à partir de quel niveau de PER, 20, 22, 25 fois, les actions vont également connaître une très forte correction. Je pense qu'on n'en est plus très loin. Écoutez, pour ma part, je voudrais parler plutôt du fait qu'en réalité, si on regarde bien, et curieusement, le dollar, le billet vert, a pris de couleur dernièrement. C'est-à-dire, on était dans un processus de la crise du dollar tout d'abord. Et il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en 2002, par exemple, donc, un euro valait 0,95 dollars. Un euro, 0,95 dollars. Tandis que le 15 juillet 2008, un euro va valoir donc 1,6038. C'est-à-dire on était dans un phénomène de chute du dollar. Et curieusement, donc le dollar s'est redressé grâce à quoi? Et tout d'abord, bien entendu, à cause du fait que les grandes banques internationales sont intervenues pour soutenir le dollar. Ça va se faire pendant le deuxième semestre de 2008. Je vous rappelle à ce niveau-là, donc le dollar c'est-à-dire que l'euro, plus précisément, va passer de 1,6038, va passer donc le 15 juillet 2008, va passer à 1,2329 de dollars et le 28 octobre 2008. Et c'est à ce moment-là qu'on va connaître la grande contraction. C'est-à-dire la grande contraction dont il est question est le résultat du fait du sauvetage du dollar, qui était une opération réalisée par les grandes banques centrales. Par la suite, le discours officiel va parler de Lehman Brothers. Et Lehman Brothers va commencer à se produire le 15 septembre, je vous rappelle. Et si on regarde par exemple les Baltic Dry Index, on constate très bien que la chute va commencer à s'accélérer à partir du 15 juillet 2008 et pas du 15 septembre. À partir du 15 septembre, c'était déjà très très bas. Donc en réalité, Lehman Brothers n'a rien à voir avec ça. Par la suite, c'est-à-dire après le sauvetage du dollar, à partir du moment où le dollar s'est consolidé d'une manière impressionnante, comme je viens de le dire, donc le 28 octobre, un euro valait 1,23 et 29. Et on va assister au fait, à partir donc début 2009, au fait que les bons du Trésor de 30 ans vont commencer à se déprécier dans les valeurs réelles. Et c'est à ce moment-là où la Federal Reserve va décider précisément d'émettre de la monnaie pour acheter des bons du Trésor. C'est-à-dire pour éviter l'effondrement des bons du Trésor. Parce que les bons du Trésor étaient en train de s'affaiblir d'une manière impressionnante. Et c'est ça qui va donner les différents QE1, QE2 et les QE4 par la suite. C'est-à-dire donc les différentes opérations d'émission monétaire et qui va faire bien entendu que les États-Unis, car il ne faut pas oublier qu'actuellement il y a quelque chose comme 8500 milliards de dollars en bons du Trésor circulant sur le marché international et qu'à un moment donné, bien entendu, il y avait trop de bons du Trésor de 30 et de 10 ans et bien entendu, qu'est-ce qui va faire la Réserve fédérale? Elle va faire fonctionner la planche à billets justement pour acheter ces bons du Trésor et c'est ça qui va éviter la crise. En plus, il y a eu quelque chose de très important qui s'est produit entre-temps, entre les QE2 et les QE4, peut-on dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le fait que la célèbre opération Twist, c'est-à-dire le fait que la Réserve fédérale va vendre des obligations à court terme, des bons du Trésor à court terme, au niveau donc interne aux États-Unis, pour acheter des bons du Trésor à long terme sur le marché international. Et cette opération va être de l'ordre de 85 milliards par mois. C'est-à-dire qu'on va retirer des dollars des États-Unis pour les balancer sur le marché international. Et puis par la suite, il ne faut pas oublier qu'en plus, il y a eu donc les QE4 qui va commencer précisément à partir du 1er janvier 2013, précisément, donc qui va faire que la Réserve fédérale va émettre de l'ordre de 45 milliards de dollars sur le marché international pour acheter des bons du Trésor de 30 ans. Et je vous rappelle que les bons du Trésor de 30 ans, par exemple le 30 janvier de cette année, avaient une valeur réelle qui était de 87 dollars, en dessous de 100, qui est la valeur nominale. Ça veut dire que c'était en train de s'effondrer. Et curieusement,
à force d'acheter. Et puis, il y a eu cette opération absolument extraordinaire de la Réserve fédérale qui a été d'avoir acheté tout d'abord du papier or, des CTF, et qui sont vendus par la suite, donc cette année, au mois d'avril, le 15 avril et le 20 juin, et précisément d'une manière massive, et qui vont provoquer la chute de l'or. Car l'or va perdre quelque chose comme 27% cette année. Ce qui veut dire que tout d'un coup, depuis la fin juin, on assiste au fait qu'en réalité, les bons de 30 ans restent un peu en dessous des 100, mais ça ne bouge pas beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, il était à 97. Ça vous donne donc le fait que le dollar est revenu en force, mais que ce retour en force du dollar, il faut l'observer parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il est en train de revenir en force, mais d'une manière optimale. Parce que premièrement, et tout ça, ça grâce à l'émission monétaire, grâce au fait que tout d'abord le dollar a été soutenu par les grandes banques centrales, et puis l'émission monétaire, et donc et surtout, bien entendu, il y a autre chose qui va se produire, c'est le fait que les pays émergents vont acheter une quantité de bons du trésor absolument extraordinaire. Nous avons le cas de la Chine, par exemple, actuellement, ou le cas des pays de l'Amérique latine, enfin, il y a les cas du Japon, les cas de la Corée du Sud, etc. Mais le fait est que donc cette retour en force du dollar me semble être en train de se produire d'une manière optimale, dans la mesure où le dollar est actuellement la monnaie de réserve par excellence, et en plus elle tend à se déprécier, ce qui fait que les États-Unis, donc l'économie américaine, est en train de devenir concurrentielle. Bien entendu, et c'est l'euro qui est en train de payer toute la casse, en quelque sorte, n'est-ce pas, dans la mesure où l'euro tend à s'apprécier. Et bien entendu, entre-temps, les pays émergents ont compris une chose, et pas simplement les pays émergents. Par exemple, le Japon l'a très bien compris, ou par exemple, l'Inde vient de les comprendre, le Brésil est en train de les comprendre, l'Indonésie est en train de les comprendre. Actuellement, la seule manière de pouvoir lutter au niveau du marché international, c'est justement par la concurrence au niveau de la valeur des monnaies, c'est-à-dire par la dévaluation compétitive. Vous venez de le voir dans le cas du Japon. Les yens est passé de 80 yens pour $1 la fin de l'année dernière, et là, à tout à l'heure, il était à 104 yens pour $1. Donc une dépréciation absolument impressionnante. C'est tous les pays qui possèdent une monnaie et ont la possibilité actuellement de pouvoir dévaluer la monnaie et devenir concurrentiels. Sauf un. Alors, on a déjà, sauf une zone qui, à mon avis, va pas dévaluer tout de suite, qui va peut-être dévisser d'abord. Mais, donc déjà, on a bien commencé la soirée. Vous venez d'apprendre que vous allez avoir 1% de croissance, qu'en plus on va vous faire les poches, et que vous êtes au milieu d'une guerre monétaire dans laquelle vous pouvez rien faire. Donc déjà, je pensais que ce serait l'État en fin de soirée. Mais justement, vu que là on est entré d'un certain côté, c'est allé assez naturellement sur le cas de la Fed. On va sur le cas de la Fed. J'aimerais avoir une réaction d'un d'entre vous sur quelque chose que j'ai entendu, à mon avis vous aussi, tous, parce qu'il y a une nouvelle qui est reprise et qui moi m'a été mis en pleine figure par des autorités universitaires, pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui m'ont dit, vous savez, la seule menace pour les Américains, c'est que la Chine décréterait très rapidement qu'elle n'achèterait plus de dollars. Alors déjà, ça reste à vérifier. Et deuxièmement, que l'économie américaine était en train de s'en sortir. L'économie réelle américaine, on me l'a dit par la fameuse transition énergétique. Donc j'aimerais savoir. Non mais riez pas, c'était au grand oral des spécialistes de droit international et d'intelligence économique. J'ai vraiment eu l'air d'une cruche. Donc qui veut réagir à cette première question un peu pas polémique, mais disons pour se mettre un peu en jambe. Monsieur Delamarche, Monsieur Béchade, une réaction non.
Bon, la Chine, c'est pas la première fois qu'elle avertit, d'abord la Fed, que l'impression monétaire, ça ne lui plaît pas beaucoup. Surtout que cet exemple est suivi avec un zèle absolument prodigieux par la Banque centrale du Japon. Or, Japon et Chine sont quand même en concurrence frontale sur un nombre de produits exportés vers l'Occident qui est assez considérable. Donc la Chine n'aime pas trop les quantitative easing, elle n'aime surtout pas le quantitative easing japonais. Mais comme le Japon est l'allié des États-Unis et qu'avec la Chine ça fonctionne toujours un petit peu dans le système du billard à 3 bandes, ben, les Chinois avertissent un petit peu les Américains de temps en temps. Mais au-delà même des avertissements, ils sont passés à l'acte depuis très très longtemps, puisque dans les règlements bilatéraux qu'ils ont avec notamment le Brésil, avec l'Australie, avec pas mal de pays d'Afrique de l'Est, où ils sont très très bien implantés maintenant, où ils investissent beaucoup. Je peux vous dire que Madagascar, ça appartient aux Chinois. J'étais à Bornéo, j'étais un petit peu dans toute l'Asie du Sud-Est, pratiquement tout ce qui rapporte de l'argent, mines, immobilier, tout ça appartient aux Chinois. Et tout ce qu'ils achètent, ils ne l'achètent pas en dollars. Ça fait déjà très longtemps qu'ils commercent avec soit des systèmes de swap, yuan, réal brésilien, ce que vous voulez, ou c'est carrément des échanges marchandises. Donc là... les Chinois font tout, effectivement, pour marginaliser la puissance américaine. Et là, c'est un enjeu géopolitique absolument majeur. Et c'est tout ce que les Américains détestent, qu'on remette en cause, effectivement, l'importance du dollar sur l'échiquier économique mondial. C'est pour ça qu'effectivement, tout ce qui a suivi après 2008 est effectivement conçu pour sauver le dollar, pour sauver aussi les copains banquiers, hein, faut être quand même honnête, mais bon, sauver le dollar. Et le seul moyen de contester l'hégémonie américaine aujourd'hui, du point de vue chinois, c'est de le faire effectivement au travers de l'instauration d'un système où le yuan devient presque central, ce qui est légitime pour un pays qui aujourd'hui réalise à lui tout seul le deuxième volume d'exportation au monde. L'Europe est devant quand même, hein, grâce à l'Allemagne, la France, l'Italie. Les États-Unis sont seulement en 3e position dans le commerce international en termes d'exportation. Il ne faut quand même pas l'oublier. Les Américains se sont largement désindustrialisés. Et bon, bien sûr, parce que les firmes américaines se sont implantées en Chine. Donc, aujourd'hui, on a une Chine qui, effectivement, tente de contester l'hégémonie américaine, ce qui ne plaît pas du tout aux Américains. Et tous ceux qui l'ont fait avant la Chine, c'est-à-dire l'Iran qui a dit « je ne veux plus exporter ou être payé en dollars », l'Irak qui avait dit pareil le dollar, n'en parlons plus. Ça, c'est mal fini. Pour tous ces pays qui ont contesté le dollar, y compris le Venezuela, ça s'est mal passé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un front qui n'est pas seulement constitué de la Chine, mais également de la Russie. Parce que Poutine, lui non plus, ne veut pas des T-bonds américains. Voilà, donc nous en sommes là aujourd'hui. Il se passe des choses extrêmement profondes sur un plan géostratégique et historique. Le surgissement de la puissance Chine et de tout ce qui va autour, puisque quand on va là-bas en Asie du Sud-Est et même jusqu'en Australie, on s'aperçoit que la Chine déborde de très très loin de ses frontières et qu'elle a mis la main sur toutes les sources de richesse qui existent dans les pays périphériques, ce que l'Amérique ne sait pas faire ou ne sait plus faire. Donc là, il y a des phénomènes très très profonds, et je suis évidemment incapable de vous dire aujourd'hui qui emportera ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis, qui ont toujours eu la stratégie un petit peu de la canonnière. Les Chinois sont beaucoup plus subtils, voient beaucoup plus loin dans le temps. Donc j'aurais tendance en tout cas de vous dire, suivez ce que fait la Chine. La Chine ne veut plus de dollars, ne veut pas de T-bonds. La Chine achète massivement de l'or. On est revenu aujourd'hui à 1195, et je suis sûr qu'aujourd'hui, la Chine a dû encore ramasser quelques centaines de kilos d'or, voire peut-être même de l'ordre de la tonne. Voilà, donc c'est un petit peu la considération que j'ai aujourd'hui sur le rôle et la stratégie de la Chine. Oui. Alors,
Non, mais sur la Chine, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont arrêté autant que faire se peut, puisque ils n'achètent pas de dollars, mais de toute façon, il faut bien recycler les dollars qui leur sont payés. Donc, ils ont tout de même un petit volume d'achat de trésorerie, mais beaucoup moins qu'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour compenser ce que ne faisaient plus les petits camarades de jeu, il a fallu sortir le QE et que le QE continue à suppléer à ce que ne font plus les Chinois, ce que ne font plus les Européens et ce que font encore malgré eux, je dirais, encore un peu les Japonais, parce que il faut bien essayer de faire descendre ce yen. Entreprise d'ailleurs totalement inutile, parce que je rappelle juste qu'il se trouve que pour les objectifs de M. Abe, qui sont, paraît-il, de faire 2% d'inflation, quand le yen était à 130 contre dollar, on n'a jamais eu autant de déflation. C'est pas de bol. Donc là, on a encore du chemin à faire, on est à 104. On peut encore baisser de 26 points pour avoir 1% de déflation. Au Japon, ce qui sera brillant. Je vous rappelle aussi qu'on n'a jamais eu autant de déficit commercial que depuis que M. Abe fait ses bêtises. Donc, pour l'instant, il a lamentablement échoué. Je pense d'ailleurs qu'il va continuer comme ça. Quand on s'amuse à faire du QE et qu'on a déjà 250% de dette, qu'on a un pays où on vend plus de couches pour les vieux que de couches pour les bébés, il y a juste une incompréhension totale de ce qui est en train de se passer. Donc Monsieur Abe continue avec lui il en est à son 11e QE, ce qui fait beaucoup, et comme le dit souvent Philippe, le QE c'est ce qu'on fait quand on n'a pas de QI. Et donc là aujourd'hui Monsieur Abe a définitivement enterré le Japon. Il s'est fait harakiri. C'est pour ça que j'ai appelé ces mesures Otanabe plutôt qu'Abenomics. Mais il a réussi ce que les autres n'avaient pas réussi à faire pendant 20 ans. Donc maintenant le problème de la Chine, il est évident que la Chine aujourd'hui essaie de se placer dans une optique très probable de changement de système monétaire un de ces jours. Et donc les achats massifs d'or, je pense que c'est pour arriver simplement à la table de négociation en disant écoutez les petits loups, moi ma monnaie elle est basée sur quelque chose, vous sur rien, donc on va commencer à discuter. Donc ils ont une idée à la tête. Maintenant, il ne faut pas penser non plus que la Chine est dans une position économique très bonne. Oubliez ça. D'abord, ils ont un problème démographique, parce que ça fait 50 ans qu'ils ont cette admirable idée de l'enfant unique, et qu'ils vont le payer cher, qu'ils ont une bulle de crédit monumentale, et qu'ils ont fait finalement très exactement ce qu'ont fait les Japonais avant la crise. C'est-à-dire que on disait dans les années 90 que les Japonais bétonnaient le fond des rivières parce qu'ils avaient que ça à foutre. Là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'on construit des infrastructures qui servent à rien. On construit des aéroports dans lesquels il n'y a pas d'avion. On construit des villes dans lesquelles il n'y a pas un Pékin. Et en dehors de Pékin. Et donc, c'est pas comme ça qu'on a de la croissance. Donc, pour l'instant, il faut quand même se souvenir que la croissance chinoise, elle est dépendante de la croissance occidentale et pas le contraire. Ils n'ont pas encore en interne de quoi tirer le monde entier. Et comme a priori, aux dernières nouvelles, la croissance ne serait pas repartie aux États-Unis, et qu'elle ne l'est pas non plus en Europe, je doute que les Chinois nous fassent quelque chose d'extraordinaire. Non,
Attention, je n'ai pas dit que l'économie américaine. Je n'ai pas dit que vous l'aviez dit. Voilà, j'ai dit juste que j'ai failli me faire virer pour avoir dit le contraire. Mais a priori, l'économie américaine a encore ses fans en Europe, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça nous fait une belle transition justement après avoir parlé un petit peu des États-Unis et de la Chine, donc de gens qui essayent de faire l'histoire, on va essayer de parler des gens qui la subissent. Donc, on va essayer de parler des Européens. Et vu que là aussi, ça, ce n'est pas une croyance. C'est une interdiction de blasphème. Aujourd'hui, dans certaines sphères, en tout cas à titre professionnel, moi je suis dans l'analyse géopolitique, donc auprès des politiques et des militaires. Chez les militaires, vous pouvez tout dire. Chez les politiques, il y a un mot qui est interdit de dire, c'est la crise de l'euro pour partir. Ça, c'est l'euro est sauvé parce qu'on a dit qu'il l'était. Et justement, est-ce que pour vous, il l'est? Écoutez, ce que nous constatons actuellement, c'est très simple, c'est ce qu'on voyait venir. Cette différence de plus en plus grande entre les pays excédentaires au sein de l'espace de la monnaie unique, donc le cas de l'Allemagne, et les pays déficitaires. Je parle de déficit du point de vue extérieur, du point de vue donc de la balance commerciale et de la balance des comptes courants. Qu'est-ce qu'on constate? C'est-à-dire on constate le fait que les pays déficitaires sont en train de s'effondrer dans une sorte de pénurie monétaire et de pénurie de crédit. Tandis que les pays excédentaires, c'est le cas de l'Allemagne, se trouvent donc actuellement en surabondance monétaire et avec des facilités de crédit énormes. Donc il y a quelque chose qui est absolument problématique. Par exemple, le fait actuellement donc les dollars tendent à se déprécier, nous le constatons. Cette dépréciation du dollar ne crée aucun problème à l'Allemagne. Par contre, pour les pays déficitaires de l'espace de la monnaie unique, et ce que les Allemands appellent les pays donc, du Club Med, dont la France fait partie, il ne faut pas l'oublier, et pour eux, c'est-à-dire ça fait partie. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour les pays déficitaires, la dépréciation du dollar est quelque chose d'absolument terrible. Parce que ce n'est pas simplement les dollars qui se déprécient, en plus les autres monnaies qui ont des problèmes et des pays émergents actuellement sont en train de se déprécier par rapport au dollar. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent les instruments de la concurrence déloyale, c'est-à-dire donc du fait de la dépréciation. Parce que les Japonais ont très bien compris une chose, me semble-t-il, que la chose la plus simple pour pouvoir faire de la concurrence au niveau international, après l'accident énorme nucléaire qu'ils ont eu, c'est tout simplement donc d'avoir arrêté les centrales nucléaires, c'est tout simplement de dévaluer la monnaie. Et pour dévaluer la monnaie, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il faut la vendre sur le marché international. Et ça, tous les pays du tiers-monde l'ont compris. Et on les voit actuellement même dans les pays de l'Amérique latine, mis à part quelques banquiers centraux, mais la plupart ont très bien compris que la seule façon de pouvoir faire de la concurrence sur le marché international actuellement, c'est en dépréciant leur monnaie. Tandis que donc dans le cas de l'espace de la monnaie unique, bien entendu, il n'y a pas de dépréciation, il ne peut pas y avoir. Par exemple, dans le cas de la France, nous le voyons, ou dans le cas par exemple de l'Espagne et du Portugal, ils n'ont pas la possibilité de déprécier leur monnaie. Et en plus, ils s'enfoncent dans ce phénomène de la pénurie monétaire et de la pénurie de crédit. C'est donc que la monnaie unique pose un problème énorme qui fait qu'actuellement nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans l'espace monétaire le plus fragile. C'est-à-dire, si nous mettons, donc je parle des pays de l'espace euro et du franc CFA, les pays déficitaires de ces deux espaces de monnaie unique, se trouvent actuellement dans une situation particulièrement difficile. Dans le cas du CFA, on le sait très bien, et dans le cas de la monnaie unique européenne, c'est une catastrophe, puisque ces pays-là s'enfoncent et donc dans la pénurie monétaire et la pénurie du crédit, tandis que l'Allemagne fait des excédents de plus en plus grands. Et pourquoi? À cause du fait que l'Allemagne possède un hinterland et là donc des frontières avec des pays dont les coûts de production sont absolument ridicules. Et de l'autre côté, c'est le fait de la monnaie unique qui fait que l'Allemagne, c'est un système monétaire
qui favorise les pays excédentaires et qui pénalise terriblement les pays déficitaires. Pourquoi? Parce que les pays excédentaires ont la possibilité d'acheter les droits d'émettre de la monnaie avec leurs excédents en dollars, tandis que les pays déficitaires n'ont pas cette possibilité. C'est la raison pour laquelle ils se trouvent dans une sorte de cette pénurie monétaire et cette pénurie de crédit, et qui en plus actuellement tendent à se manifester sous la forme de la déflation. Voilà. Merci de m'offrir cette transition, parce que j'allais justement attaquer sur la thématique déflation. Très bien. Bon, effectivement, on est dans une espèce de spirale de dévaluation de toutes les monnaies les unes contre les autres, ce qui est à la limite complètement absurde et presque débile. Si toutes les monnaies baissent, c'est sans fin. Bon. Le problème de l'euro, c'est qu'on ne peut pas dévaluer, puisque la zone euro est totalement hétérogène, pour des raisons culturelles, pour des raisons structurelles économiques. On ne va pas demander aux Allemands de produire de l'huile d'olive, et puis on ne va pas implanter une industrie chimique massive dans le Péloponnèse. Bon. Donc l'euro ne peut pas dévaluer. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la zone euro? C'est la dévaluation salariale. Quand je vous parlais tout à l'heure en introduction de la paupérisation des classes moyennes, elle est écrite en Europe, elle est même institutionnalisée, elle est même théorisée et répétée à chaque réunion de la BCE. Il faut faire des efforts structurels de réduction des coûts, etc. Et pour les entreprises, la réduction des coûts, on le sait bien, le principal coût, c'est le salaire. Et on gagne en compétitivité en abaissant les coûts salariaux, soit en gardant des gens bien payés mais moins nombreux, soit dans des fonctions où la valeur ajoutée est faible, on dévalue les salaires. Et en Espagne, on en est à moins 25. En Italie, on en est autour de moins 20. Et puis bon, il y a toute la partie de travail au noir, etc., de black, machin. On essaie d'échapper un petit peu aussi à la fiscalité, bref. Mais globalement, 40 ans de progression du pouvoir d'achat dans le sud, dans les pays du club méditerranéen, effectivement, ces 40% ont été anéantis en l'espace de 5 ans. Si vous continuez de projeter le processus sur les 5 prochaines années, mais on va s'arrêter où? On est déjà à moins 20% sur les salaires en Espagne, on va aller à moins combien? Moins 30, moins 40. Alors soit, on a des gérants qui défilent sur BFM, des analystes, des stratèges qui nous disent « c'est très très bien, regardez comment l'Espagne retrouve sa compétitivité ». Elle les retrouve aux dépens de qui? Quand on produit une voiture près de Séville avec des gens qui sont payés 7 € de l'heure, et que ce sont des Renault et des Peugeot, plus les Volkswagen, les Seat, tout ce que vous voulez, enfin, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les coûts de production faibles en Espagne, c'est simplement une concurrence qui s'exerce au détriment de la France, des salariés français, mais également belges, hollandais. C'est la guerre de tout le monde contre tout le monde à l'intérieur de la zone euro. C'est une horreur. On aurait expliqué ça aux gens quand on a conçu Maastricht et quand on a conçu l'architecture de l'euro que personne n'a comprise, malheureusement, ou très peu. Si on avait dit aux gens, voilà l'avenir, je vous dis ce que ça sera en 2013. Alors les gens m'auraient traité de fou, évidemment. Ce à quoi on assiste, c'est même pas concevable. 40 ans de progrès social anéantis en 5 ans, on ne pouvait même pas imaginer ça dans le pire des scénarios. Mais pourtant nous y sommes, et je ne vois pas où ça s'arrête. Parce que le jour où on sera à moins 30 sur les salaires en Espagne, moins 25 en Italie, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose en France. Sinon nous on va se faire mais hacher, effet de ciseaux entre l'Allemagne et le sud de l'Europe. C'est juste intenable pour la France. Moi, je suis inquiet, d'abord, pour la France. Sérieusement, on est dans la pire des situations. Quant à l'Allemagne, alors eux, c'est effectivement extraordinaire. Leur Hinterland, où on fait fabriquer en Tchéquie, en Pologne, dans les pays un peu plus au sud, tout ça fabriqué à 5-6 € de l'heure, et pam, après ça, on met dessus le label Made in Germany. C'est fabuleux. Je sais pas, imaginez la France qui produit du Bordeaux, et puis du jour au lendemain, on décide d'en importer massivement d'Algérie, du Maroc, ça vient de Tizi Ouzou, et...
Il l'a bien cherché. Donc on fait fabriquer du vin ailleurs et ensuite on met une étiquette Grand Vin de Bordeaux. Non, ça Si c'était nous qui faisions ça, ça ferait effectivement rire tout le monde et on se ferait massacrer. Ça a été fait. Ça a été fait dans les années 60. Donc voilà, on se retrouve avec une Allemagne qui effectivement a complètement faussé le jeu à l'intérieur de l'Europe. L'Allemagne a sinisé les salaires, y compris à l'intérieur de son pays grâce aux lois Hartz, et sinise les coûts de production avec tous ces pays riverains. La France n'a pas cette possibilité-là, la Belgique ne l'a pas non plus. Donc vous voyez que l'Allemagne constitue un vrai problème. Et puis, puisqu'on parlait de déflation, il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, avec effectivement la dévaluation du yen, la déflation à l'échelle mondiale, elle continue aujourd'hui d'être alimentée, comme on mettrait du kérosène sur un incendie, par le Japon. La dévaluation du yen, c'est aussi de la déflation mondiale. Et ce qui a été dit est vrai, tout le monde a compris que le yen doit baisser. Donc qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde vend le yen à découvert pour acheter des devises plus fortes, alors peut-être du dollar australien, un petit peu de dollar canadien, etc. De temps en temps, on revient un petit peu sur le dollar, le fameux billet vert, mais il y a des encours de vente à découvert sur le yen qui sont absolument colossaux. Il suffirait qu'il y ait un tout petit accro, une pétouille, n'importe quoi, et on peut revivre exactement le même scénario qu'en 1998 avec le fonds LTCM, qui avait des leviers de 200, un dollar de garantie, 200 dollars d'encours sur des ventes à découvert de yens pour acheter autre chose, y compris des emprunts au Mexique, etc. Faut savoir qu'on a cette espèce, c'est pas une bulle là, c'est juste quelque chose de monstrueusement spéculatif. Et là, on a comme ça, de temps en temps, du carry trade également contre le dollar. On est dans un espèce de montgolfière spéculative. On a plus d'encours aujourd'hui de stratégie à effet de levier sur les devises qu'on en avait en 2007. On en est à 720, 730 000 milliards d'encours de positions spéculatives, dont pratiquement 70% c'est sur les dettes, et les dettes s'expriment évidemment en devises. Donc on a des stratégies associées entre dettes et devises. Donc on est à nouveau dans une espèce d'énorme hyper bulle spéculative et également de spéculation sur cette espèce de course à l'échalote, des dévaluations des monnaies les unes contre les autres. C'est juste dingue. Je reprends juste le micro avant de vous le donner, monsieur Delamarre. Juste pour rappeler un épisode que vous m'avez qui m'a sauté dans la mémoire dès que je vous ai entendu. Il y a un homme qui y a pensé. C'était le discours de Philippe Séguin. Le discours de Philippe Séguin où il disait l'euro, ce sera la guerre inter-européenne dans les conditions sociales. Il l'avait dit pour Maastricht. Et je n'oublierai jamais, ça c'est un petit peu l'almanach verbaux, vous m'en pardonnerez avant qu'on rende la parole à monsieur Delamarche. Bernard Kouchner interrogé immédiatement après le discours de Philippe Séguin, qui est un discours très long, qui a duré 2h30 je crois. Il avait dit non, ça c'est de l'oiseau de mauvaise augure, après Maastricht, on rira beaucoup plus, je vous le promets. Il n'avait pas dit qui. Il avait pas tort, on se marre. Hein. Pour une fois qu'il dit quelque chose de vrai. Non, bah sur l'Europe, tout a été dit, j'ai pas grand chose à rajouter. On a fait un euro qui a été mal monté au départ, donc tout ce qui est mal monté, généralement, se démonte très vite. On a vécu une petite dizaine d'années avec finalement très peu de problèmes, tout allait bien dans le monde, et donc on ne s'est pas aperçu tout de suite que que l'euro était mort-né, et puis maintenant que les problèmes commencent, on s'aperçoit qu'il y a des petits soucis sur l'euro. Donc
l'euro très probablement sautera à un moment ou à un autre. Je ne sais pas quand. Mais les choses qui sont mal montées, j'ai quand même des doutes sur leur survie. Donc voilà, sur le fait que, en effet, on ait des politiques qui soient totalement déflationnistes, c'est vrai, mais on l'a partout, on l'a aux États-Unis aussi. Vous regardez les salaires ont baissé de 8%, les revenus ont baissé de 8% depuis 2008 aux États-Unis. Alors on va vous dire que tout va bien, que c'est reparti aux États-Unis. Moi, ce que je pose comme question, c'est comment est-ce que c'est reparti aux États-Unis? Parce que vous n'avez plus de crédit puisque les Américains, les ménages américains sont déjà surendettés. Donc ils essaient, puisque il y a les prêts étudiants, il y a encore les prêts voitures qui sont garantis par l'État et qui continuent à être distribués, sachant pertinemment qu'ils ne seront jamais remboursés, mais ça c'est pas grave, c'est un peu c'est le coût des subprimes, mais sur les prêts étudiants. Et donc vous êtes dans une situation où les revenus baissent, mais ne sont pas compensés par la nouvelle dette. Et donc je vois pas très bien d'où peut venir la croissance. Peut-être comme ça, c'est la période, c'est Noël, donc il suffit peut-être d'écrire une belle lettre au Père Noël en disant apporte-moi 5% de croissance, hein. Mais la croissance, elle peut venir de quoi? Elle vient de l'augmentation des revenus, elle vient de la démographie, c'est pas le cas aux États-Unis, les revenus non plus, ou elle vient de la compensation qu'il peut y avoir par la dette. Alors ça a très bien fonctionné pendant plusieurs années. Souvenez-vous qu'entre 1998 et 2008, les ménages américains s'endettaient de 1000 milliards de dollars par an. 1000 milliards de dollars par an sur un PIB de 15 000. Vous voyez ce que ça peut donner? Ça fait 7,5%. Donc ça fait quand même beaucoup de croissance qui est amenée par la dette, et uniquement par la dette. Donc vous êtes dans une situation où c'est plus la dette, on nous parle beaucoup de réindustrialisation des États-Unis, mais ça se voit pas dans les chiffres, c'est tout ce qu'on peut dire. Un chômage qui malheureusement pour les quelques crétins de commentateurs qui viennent sur BFM nous raconter qu'il y a 7% de chômage aux États-Unis et qui ont dû oublier quelques chiffres au passage. Mais vous avez, donc ça ne vient pas d'une population qui se remettrait au travail. Alors je vois pas. Alors si, on va nous dire qu'ils payent leur énergie très peu cher à cause des gaz de schiste. C'est pour ça que le prix du pétrole aux États-Unis est proche de 100 $ le baril. Et que l'essence n'a jamais été aussi chère aux États-Unis. Donc c'est bien pour ça que ça relance l'idée de l'indépendance énergétique américaine est assez amusante. Donc voilà, on ne sait pas d'où pourrait provenir la croissance additionnelle qui arriverait comme ça, qui débarquerait d'on ne sait où. Donc, et c'est la même chose. C'est la même chose au Japon, c'est la même chose en Espagne, c'est la même chose en Europe, c'est la même chose dans toute l'Europe. C'est-à-dire que vous avez des revenus qui baissent, vous avez des crédits qui ne sont plus distribués par les banques parce que vous avez des gens qui sont surendettés. Et donc, moi je veux bien qu'on ait découvert une nouvelle source de croissance quelque part, mais j'ai des doutes. Voilà. Donc peut-être que quelqu'un va nous l'apprendre ce soir, mais sinon je vois pas comment. Alors, il reste un dernier point, et là qui nous plonge dans une actualité assez brûlante, même si pour beaucoup des meilleurs commentateurs, dont on a quand même 3 ce soir, on est quand même vernis, ça n'a pas été une grande surprise. L'Union bancaire européenne est en cours,
Enfin, là, ça y est, les textes sur la chyprisation de l'épargne sont en train d'être définitivement... sont en phase d'élaboration définitive. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes sur le calendrier. Moi, on entend, de la part de la Commission européenne, on entend... la date de 2016 2026 et 2026. L'Union européenne se projette sur le papier, à défaut de se projeter par la fenêtre, vous me direz. Mais là, je vais redonner casser un petit peu le rythme, la parole peut-être à Monsieur de la Marche pour un commentaire un petit peu, d'abord un petit peu énergique sur l'union bancaire. Et sur grosso modo, parce que là, c'est ce qui va vous toucher, à mon avis, en premier, enfin, avec le chômage, je vous rassure, pour ceux qui y seront, et avec la ponction pour ceux qui sont retraités, parce qu'il faudra bien que quelqu'un fasse vivre vos petits-enfants. Donc, on va vous demander une solidarité familiale. Je pense que ça va à peu près se terminer comme ça. Et, en tout cas, qu'est-ce que réserve l'union bancaire et les solutions que l'Union a pour vous, l'Union qui vous veut du bien, en tout cas qui le dit, et je crois d'ailleurs que les Chypriotes ont, après l'avoir vécu, je crois qu'il y a des chiffres de croissance, de prévision de croissance pour Chypre qui sont tombés, sont catastrophiques. Mais moins 6. Après moins 15. Après moins 15, donc... finalement, après, voilà, c'est le payeur en dernier ressort. On a descendu de la Fed jusqu'à vous. Eh bien, Olivier Delamarche, à votre avis? C'est simple, ça a été annoncé déjà il y a 3 ans. Oui, c'est ça, il y a 3 ans par Mario Draghi, qui l'avait dit. Qui avait dit, écoutez, c'est très simple, une fois qu'on aura tondu le contribuable, il faudra s'attaquer à l'épargnant. Bon, fallait l'écouter, c'est tout, il l'avait annoncé. Donc, c'est assez facile. On sait très bien que de toute façon, soyez certains que la dette qu'on a actuellement dans tous les pays ne sera pas remboursée. Elle ne peut pas l'être. Donc, à un moment ou à un autre, vous allez avoir un petit problème dans les banques. Et le petit problème dans les banques, si ça n'était qu'un petit problème, ça pourrait passer. Le souci essentiel, c'est que les banques sont toutes leveragées. Quand je dis leveragées, c'est pas j'encaisse 100, je prête 110. C'est des leverages qui sont entre 25 et 60 ou 70 pour les meilleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le moindre pépin que vous allez avoir ne sera pas contrôlable. D'accord? Je vous donne juste des chiffres, et c'est loin d'être la pire, mais je donne juste le chiffre de la BNP, 2000 milliards au bilan, 48 000 milliards de positions sur les marchés à terme. 24 de leverage. Alors, 24, ça vous dit pas grand-chose. 48 000 milliards, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est-à-dire que perdez 10% là-dessus, ça fait 4 800 milliards, ça fait 2 ans et demi de PIB. Bon, de là à penser que l'État vous garantira quoi que ce soit, c'est quand même très illusoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on vous rincera gentiment, vous déposant. Ça ne paiera pas toute la note, ça c'est clair, mais au moins ça servira à payer la prime de départ de monsieur Oudéa ou autre. Et donc l'histoire chypriote était annoncée. Alors je crois qu'il ne faut pas se focaliser
sur ce qui a été voté ou pas voté. Je vous rappelle que Chypre, il n'y avait rien de voté avant et que ça ne les a pas gênés. C'est quand même du vol à main armée, hein, ce qu'ils ont fait. Faut bien le... Bon. Enfin, pour ceux qui avaient encore l'illusion de vivre en démocratie, c'est pas de bol, ça n'existe pas. Donc, voilà, vous êtes aujourd'hui confrontés à des États qui sont en faillite, des États qui sont acculés et qui donc font n'importe quoi, et sans se soucier de quoi que ce soit. Donc voilà, vous allez avoir une union bancaire qui va être votée, qui passe totalement à côté des vrais problèmes, parce que quand vous voyez les sommes en jeu, c'est pas une histoire de fonds propres. Là, vous avez 60 milliards de fonds propres à la BNP. On double, ça fait 120. S'il paume 10%, ça fait 4800. Quel est le problème? C'est pas le sujet. C'est réellement pas le sujet. Aujourd'hui, toutes ces discussions stériles sur les fonds propres des banques, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Vous pouvez les doubler, vous pouvez les tripler, les fonds propres, ça ne changera rien. Vous ne serez pas plus en sécurité qu'avant. Seul truc qui est quand même assez intéressant de voir, c'est que 2008, qui aurait pu servir de leçon, qui aurait pu servir d'alerte, n'a servi à rien. D'accord? Position à terme, fin 2007 de la BNP, 46 000 milliards. On en a rajouté 2000 parce que c'était quand même beaucoup plus drôle. Voilà. Donc, ne croyez pas que les banques se soient déleveragées, ne croyez pas que les banques aujourd'hui soient mieux contrôlées qu'avant. Hein, on va vous ressortir le énième stress test complètement idiot, mal fait et ne correspondant à rien. Vous savez qu'aujourd'hui, pourquoi la BNP a 60 milliards de fonds propres? Vous savez? Parce que 2000 milliards moins 10%, ça fait 200. Hein. Ça fait pas 60. Bon, mais sauf que vous ne prenez pas 2000 milliards. Vous savez pourquoi vous ne prenez pas 2000 milliards? Parce que tout ce qui est actif, obligataire, souverain, est considéré ne pas avoir besoin d'avoir de fonds propres en face. C'est sûr qu'une oblige grecque, ça sera remboursé. Une oblige espagnole aussi. Donc, tant que vous aurez ce genre de raisonnement, tant que vous aurez ce genre d'aimables institutions pour contrôler, alors on vous dit que là ça sera beaucoup mieux parce qu'il y aura un organisme qui contrôlera tout. C'est pas vrai. Là, il y en avait déjà des organismes qui contrôlaient, ça servait à rien. Et ça ne servira à rien pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on est toujours aussi sur les mêmes modèles mathématiques, qui sont des modèles qui sont des modèles de Gauss, hein, voilà, qui sont des modèles, c'est la NSA, qui sont des modèles de Gauss et qui vous disent que une histoire comme 2008, c'est déjà très improbable, que 2011 ait suivi 2008, ça n'existe pas, et que donc la prochaine n'existera encore moins. Et aura encore moins de probabilité d'arriver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dormez tranquille, il ne se passera plus rien. Voilà. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais bon... Allez-y. Bon, Olivier a largement dégrossi le terrain, ce qui va me permettre d'être bref, ce que je ne sais pas toujours faire. Donc l'Europe est face effectivement à sa dette avec les disparités économiques que l'on connaît entre diverses zones. L'histoire de la signature de cette grande avancée, puisque c'était je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment se mettre. Non, je pense que c'est le Larsen vient toujours d'une réverbération par rapport à un haut-parleur, hein, c'est pas par rapport à notre micro. Donc c'est tout simplement un pur effet d'annonce. On n'a absolument, strictement rien résolu, en tout cas le but qu'on s'était fixé, on va juste même pas poser les bases pour l'atteindre
dans 2 ans ou dans 11 ans, puisqu'on entend parler de 2025-2026. Pourquoi? Le but de l'union bancaire, c'était quoi? C'était de briser cette espèce de cercle vicieux des banquiers qui financent les États qui financent des banques quand elles se sont fourvoyées sur les subprimes. Ça tourne en rond, le serpent se mord la queue, à force de se manger la queue, il finit par ressembler à une bouée de sauvetage. Dans l'histoire, là, on n'a absolument pas brisé le cercle. Et ça ne sera probablement pas le cas avant 2025 ou 2026. On n'a absolument pas brisé. On fait juste un effet d'annonce. On dit l'union bancaire. 330 banques sous revue, je crois. 130. Ou 130 130. Je pense que c'était un petit peu plus, mais bon, si c'est 130, c'est encore plus limitatif, et ça renforce encore mon propos. Effectivement, alors on a semble-t-il, réduit encore le périmètre de surveillance de la BCE, et en fait, on s'aperçoit dans les textes qui ont été adoptés que c'est bien aux banques centrales de chaque pays de superviser ce qui se passe dans ses propres banques. Si les choses se passent mal, ce sont bien aux États individuellement de venir au secours de leur banque, ce qui ne change strictement rien par rapport à la situation qu'on connaît déjà depuis 1973 et qu'on continue de connaître aujourd'hui. Le seul moyen de briser le cercle vicieux, ça aurait été de pouvoir recourir au MES, c'est-à-dire de faire jouer la solidarité globale de l'Europe. Comme aux États-Unis, la solidarité globale joue aussi bien pour une Californie en faillite qu'un Ohio en faillite, etc., etc., où les prêts étudiants qui sont pris en fait en charge par l'État, c'est pas les banques américaines qui vont se trouver cette fois-ci impactées si les étudiants ne peuvent pas rembourser, c'est conventionné, c'est pris en charge par l'État. Donc en Europe, on n'a absolument pas mis sur pied un système comparable et concurrentiel par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Maintenant, je n'idéalise pas non plus le modèle américain, naturellement, parce que là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner la planche à billets, et on met à la tête de la Fed une vraie colombe qui a dit que un tapering, c'est peut-être le début de quelque chose dans le sens d'une réduction, mais si les conditions économiques changeaient, c'est réversible. On peut très très bien avoir une augmentation du QE4 Infinity Eternity. Donc on va continuer de gonfler cette espèce d'énorme volcan de liquidité. C'est le Mont Sainte-Hélène. Et un jour, on sait comment ça se termine. En 80, il a fini par exploser. Donc en Europe, on ne va pas le faire naturellement, puisque on ne recourra pas au MES, on se l'interdit pour encore 10 ans. Donc on a juste annoncé quelque chose qui fait que ça semble justifier qu'on ait dépensé 20-30 millions de réunions de petits fours et de champagne pour dire on a abouti à un texte, etc. Mais c'est vide, c'est juste une coquille vide, il n'y a rien là-dedans. Et il n'y a surtout rien pour vous qui nous écoutez. Si les choses tournent mal, vous n'êtes garanti par rien. Même les 100 000 € de garantie sur chaque compte que vous avez dans une banque, ça n'existe pas dans les faits. En pratique, si les choses tournent mal, ça sera comme à Chypre. Donc si vous avez des actifs et des liquidités, les liquidités, n'en ayez pas trop. Si vos actifs sont des SICAV ou des actions, le meilleur conseil que je peux vous donner si vous détenez des actions, c'est de les mettre au nominatif, car là, elles vous appartiennent vraiment. Vous êtes enregistré auprès de l'entreprise, vous avez vraiment des actions qui sont votre propriété. Si la banque met la clé sous la porte, il faut quand même le savoir, tout ce que vous déposez dans la banque, je ne vous apprends rien, c'est considéré comme une créance que vous accordez à la banque. C'est vous qui prenez le risque, c'est vous qui êtes le créancier de votre banque. Si la banque ne peut pas rembourser, vous n'êtes pas remboursé. Et votre épargne, vos liquidités sont confisquées. Alors, à l'échelon individuel, les banques, il peut arriver malheur, mais il peut aussi arriver qu'à l'échelon d'un État, si l'État dit « moi, je suis plus en mesure de sauver mon système bancaire », le seul moyen, c'est effectivement de confisquer l'épargne, c'est de chyprioter votre épargne. Donc les actions, la seule sécurité, c'est de les avoir au nominatif. Les liquidités, si elles sont converties éventuellement en quelque chose de tangible comme de l'or ou de l'argent, je ne vois pas trop quel est le risque qu'on prend aujourd'hui alors qu'on est un petit peu en dessous de 1200 $, et que le coût de production de l'or se situe aux alentours de 1100. Je ne vois pas le risque dépasser les 10% à la baisse sur l'or et l'argent. Et de toute façon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, la Chine en achète massivement, donc là, c'est ça, faites baisser l'or, allez-y, faites-le baisser, la Chine rigole.
Juste avant de passer aux questions du public, allez-y. Oui. Écoutez, vous l'avez très bien compris, me semble-t-il, nous avons affaire, en ce qui concerne les phénomènes de l'Europe, n'est-ce pas, de l'union monétaire, et nous avons affaire en réalité à un système de croyances. On a cru, par exemple, à un moment donné, que l'union monétaire devait mener à l'union politique, ce qui ne s'est jamais produit et ne peut pas se produire. Bien entendu, l'union politique mène à l'union monétaire, ça c'est une réalité, chaque fois qu'on l'a vu, etc. Le cas de l'Allemagne, tout de suite après la réunification, etc., l'effondrement du mur et la réunification, il y a eu donc une union monétaire. Tandis que le contraire ne s'est jamais produit et ça ne peut pas se produire. Vous savez, par exemple, les cas, je ne sais pas, vous avez entendu parler, les cas de Porto Rico. Porto Rico fait partie des États-Unis depuis donc 1898 et le Porto Rico ne fait pas partie politiquement des États-Unis. C'est un État indépendant, c'est considéré comme un État donc autonome par rapport aux États-Unis. N'a jamais demandé de faire partie des États-Unis. Et indépendamment du fait que depuis 1898, Porto Rico jouit du dollar. Donc il y a une union monétaire. Donc l'union monétaire ne peut pas mener à l'union politique, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, en ce qui concerne par exemple les phénomènes de l'union bancaire, on est en train de le dire. Chaque État doit être responsable de ses propres banques pendant un moment donné, jusqu'à 2026. Mais il faut dire une chose, que les fonds de garantie, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, prenons deux pays qui sont quand même des pays très importants, les fonds de garantie représentent actuellement quelque chose comme 0,17% des dépôts. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien garantir. Ils n'ont pas les moyens. C'est la raison pour laquelle j'essayais d'expliquer à un moment donné qu'il fallait essayer de sortir de l'euro d'une manière ordonnée, tandis qu'actuellement je me rends compte, étant donné donc que la crise s'accélère à cause de ces différences fondamentales entre les pays excédentaires et les pays déficitaires, parce que la grande réussite de la communauté, ça a été de faire de l'Allemagne la première puissance concurrentielle du monde. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne détient actuellement l'excédent le plus extraordinaire du monde, et devant la Chine. Pas énormément, mais quand même très important, indépendamment du fait que la Chine exporte quelque chose comme 500 milliards de dollars de plus que l'Allemagne. Donc l'Allemagne se trouve avec un excédent extraordinaire à cause de tous ces phénomènes, indépendamment du fait qu'on a parlé du hinterland, des facilités données par la monnaie unique, et de l'autre côté, bien entendu, il y a d'autres facteurs de concurrence déloyale. Par exemple, la baisse des salaires de base du SMIC dans le cas de l'Allemagne en 2003, et de l'autre côté, le fait qu'actuellement, par exemple, l'impôt sur les sociétés en Allemagne est de 15%, tandis qu'en France, nous sommes à 28%, en Espagne à 33%, et au Portugal à 33%. Donc on ne peut pas concurrencer, il y a une sorte de concurrence déloyale. De là, la nécessité d'essayer de sortir de ce système, et le plus vite possible. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à dire dernièrement, comme disent les pilotes, tous ceux qui savent piloter, qui ont suivi des cours de pilotage, l'ont entendu dire, any landing is a good landing. Tout atterrissage est un bon atterrissage. Voilà. Merci. Merci à nos trois invités. On va passer aux questions de la salle. De manière ordonnée, je veux juste une nouvelle fois vous remercier tous les trois pour votre temps.